Ça rentre bien. Vous le voyez dans le bas, là, nombre de participants, si vous êtes curieux, là, il y a le chiffre augmente, là, c'est les gens qui... Moi, ça se peut que je vous perde, là, je suis dans le Québec profond. Okay. J'ai une barre, 2 barres. Si je vous perds, je reviens. Mais j'ai 7 barres juste avant à 8h30, je vais m'arrêter à quelque part pour où il y a du réseau, puis je vais passer. Merci, Louis. On a compris que ça serait un peu difficile, mais... Hélène, Mathieu a laissé un message sur le chat. Okay. Non, je pense que c'est correct. Okay. Alors, bon matin tout le monde. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, on est 379 participants ce matin au webinaire. Alors, les gens entrent au fur et à mesure. Donc, on va commencer d'ici 1 minute ou 2. Merci. Donc, 8h02, on commence le webinaire. Donc, encore merci de votre participation ce matin. Pour nous, c'est une belle participation, en fait, puis on considère ça comme une volonté, en fait, de prendre connaissance de l'information qu'on va partager avec vous. Vous êtes de plusieurs régions du Québec, beaucoup d'acteurs, évidemment, de la région Chaudière-Appalaches. Alors, mon nom est Philippe Mailloux, je suis directeur général de Chaudière-Appalaches économique et je vais animer la rencontre. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Paul Vachon, président de la table régionale des élus municipaux de la région Chaudière-Appalaches. M. Vachon. Votre micro, M. Vachon. Oh, excusez. Bonjour tout le monde. Je vais vous faire un très bref historique de la situation avant de passer la parole à mes collègues. Ça a commencé l'hiver dernier, où le Conseil économique de Beauce a été interpellé sur la situation économique. Il y avait des entreprises qui disaient ne pas pouvoir augmenter leur production, même qui songeaient à une éventuelle délocalisation. Alors, il y a une espèce d'inquiétude qui s'est installée. Et lorsqu'on a appris cela, au niveau de la TREMCA, qui est la table régionale des élus municipaux de Chaudière-Appalaches, lorsqu'on a appris ça, on s'est dit, bien, s'il y a une situation comme celle-là en Beauce, bien, on est 10 MRC dans cette région-là. On s'est dit, il y a sûrement la même situation à Thetford-Mines, à Montmagny ou à Lévis. Alors, à la suite de ça, on a travaillé avec le Conseil économique de Beauce, puis on a mandaté la firme Deloitte et EB Data pour aller vérifier la situation, quelle était effectivement la problématique qu'on avait chez nous. Et la firme Deloitte a fait des entrevues, a fait un sondage, a fait des discussions avec des entreprises.
Et tout à l'heure, de toute façon, ils sont avec nous, ils vont vous dévoiler les résultats de cette étude-là. Mais je vous avoue que ça a été, pour nous autres, l'inquiétude a grandi. En fait, on est passé de la rareté de main-d'œuvre à la pénurie de main-d'œuvre. Et ce qu'on a appris, c'est qu'il y avait éventuellement de la délocalisation, des investissements hors région ou hors pays, de la fermeture de corps de travail. C'était un portrait là, qui vraiment pouvait être inquiétant pour notre région. On s'est dit, si ça l'est pour notre région, bien, ça se peut très bien que ce soit aussi pour l'ensemble du Québec avec des nuances. Alors, c'est un peu la raison pour laquelle on a un webinaire ce matin. On a rencontré également nos députés, les députés de Chaudière-Appalaches, pour leur faire part de cette situation-là. On a eu le 9 novembre dernier une rencontre avec des ministres et avec l'opposition officielle pour déposer également notre rapport. Puis tout dernièrement, on a rencontré les députés de l'opposition au niveau fédéral pour leur parler aussi de la situation. On a avec nous des partenaires dont je salue ici la présence de Jacques Demers, le président de la FQM. On a également l'UMQ puis le Conseil du patronat du Québec qui sont sensibilisés puis qui sont avec nous dans cette démarche-là. Alors, ce qu'on veut faire ce matin, c'est vous présenter notre rapport, puis que tout le monde sache quelle est exactement la situation qu'on peut avoir chez nous, la transposer chez vous. Vous pouvez l'utiliser, bien sûr. La pénurie de main-d'œuvre, c'est un enjeu national. Et on va avoir des solutions à la fin, des solutions, plutôt des suggestions pour être capable d'atténuer la problématique. On ne la réglera pas, mais on est capable d'atténuer. Alors, on va vous faire part de nos suggestions. Alors, je vous souhaite un bon webinaire et je vous remercie beaucoup d'être présent. Merci, M. Vachon. Alors, je passerai maintenant la parole à Mathieu Antoine, donc, qui est conseiller stratégique chez Deloitte et qui a été un de ceux qui a piloté l'étude au niveau de la région Chaudière-Appalaches. Alors, Mathieu. Merci, Philippe. Merci, M. Morin, pour M. Mailloux et M. Vachon pour cette introduction. Donc, évidemment, l'étude que nous avons préparée pour l'ensemble de la région Chaudière-Appalaches a été livrée récemment et présentée à des notamment représentants politiques au début du mois de novembre. C'est, dans le fond, une étude qui reflète la mobilisation de toute une région qui souhaite contrer la pénurie de main-d'œuvre. Donc, on parle de l'ensemble de la région Chaudière-Appalaches, c'est vraiment la mobilisation de l'ensemble des élus, mais aussi des organismes de développement économique. Au fil de cette étude, nous avons consulté, comme M. Vachon le mentionnait à l'instant, les manufacturiers de l'ensemble de la région, à la fois par le biais d'entrevues individuelles, par le biais de groupes de discussion, mais aussi par le biais d'un sondage électronique. Ce sondage-là a rejoint plus de 300 entreprises manufacturières en Chaudière-Appalaches, qui représentent dans le fond 63% de l'emploi manufacturier de la région. Donc, les réponses sont robustes et nous permettent d'avoir un réel portrait de la situation au niveau de la main-d'œuvre en Chaudière-Appalaches. Sans plus attendre, je commencerai par asseoir un petit peu la prépondérance du secteur manufacturier dans la région Chaudière-Appalaches. La région Chaudière-Appalaches est la troisième région au Québec en masse critique, c'est-à-dire au niveau de sa taille du secteur manufacturier au Québec, avec un PIB de plus de 5 milliards de dollars, juste derrière le Grand Montréal, ou Montréal, l'île de Montréal, et la Montérégie. Mais c'est aussi la troisième région avec la plus forte croissance depuis 2014. Au-delà de ça, statistique intéressante, quand on se compare, le poids du PIB manufacturier dans l'économie de Chaudière-Appalaches représente 28%, soit la première région au Québec, loin devant justement aussi la Montérégie et Montréal. Mais si on se compare à la première nation mondiale manufacturière, la Chine, le poids du secteur manufacturier dans l'économie chinoise ne représente que 26%, si on peut dire. Donc, on illustre ici l'importance prépondérante du manufacturier dans l'économie régionale. Au-delà de ça, on s'est intéressé à une métrique encore un petit peu plus particulière. Si la Chaudière-Appalaches est la troisième région manufacturière en termes de PIB, si on ramène ça au nombre d'habitants, dans le fond, le PIB manufacturier per capita
et de loin le plus important en Chaudière-Appalaches, avec plus de 12 000 $ de création de richesses manufacturières par habitant. Donc, une nouvelle fois, loin devant les premières régions manufacturières en masse critique que sont Montréal et la Montérégie. Et en effet, il est certain que le secteur manufacturier est prépondérant, comme je le disais, dans la région, avec près de 42 000 emplois, ce qui représente dans le fond 8% de l'emploi total manufacturier au Québec. Donc, j'illustrais ici l'importance majeure du secteur manufacturier dans l'économie régionale et bien évidemment dans l'économie du Québec dans son ensemble. Mais on parle aujourd'hui évidemment d'enjeux de pénurie de main-d'œuvre qui sont d'autant plus exacerbés par des phénomènes démographiques. Depuis plus ou moins 2011, on observe un phénomène important de vieillissement de la population. Et donc dans l'ensemble du Québec, mais c'est d'autant plus vrai dans la région Chaudière-Appalaches. En effet, si on regarde ne serait-ce les 20 dernières années, depuis les années 2000, l'âge moyen de la population est passé de presque 38 ans à plus de 44 ans en Chaudière-Appalaches, donc un vieillissement de 6 ans donc sur une vingtaine d'années. Et ce qui a été encore plus accéléré en Chaudière-Appalaches que dans le reste du Québec. Et si on regarde les perspectives démographiques, on sait que la diminution de la population active, donc on parle de un peu plus de moins 5% depuis 2011 en Chaudière-Appalaches versus une légère croissance de 0,6% dans le reste du Québec. Si on regarde ces perspectives-là sur un horizon 2030, on sait que le potentiel de croissance justement de cette population active est relativement limité. Et ça s'applique non seulement à la région Chaudière-Appalaches, mais aussi au reste du Québec. Donc, ce qu'on peut constater ici, c'est que la région Chaudière-Appalaches est mise devant des enjeux démographiques majeurs, mais qui inévitablement ne se limiteront pas à la région et vont inévitablement aussi s'appliquer à d'autres régions administratives au Québec. Donc, si on peut dire que la région Chaudière-Appalaches a été touchée la première, les autres régions vont aussi inévitablement être touchées dans le futur proche. Sans plus attendre, si on rentre dans les résultats de ce sondage et de la consultation des entreprises, on a donc mesuré l'impact de la pénurie de main-d'œuvre manufacturière sur les entreprises en Chaudière-Appalaches. Tout d'abord, la quasi-totalité des entreprises manufacturières ont des postes vacants, à tout le moins en août 2001, donc extrapolé sur une année. C'est 89% des entreprises qui ont déclaré avoir des postes vacants. Si on extrapole à l'ensemble de la région, c'est à peu près 11,7% des postes qui étaient vacants dans l'ensemble des entreprises manufacturières. Si on cumule pour l'ensemble des répondants, on atteint un chiffre, donc un nombre de postes vacants de 3300 presque postes vacants, extrapolé à plus de 5200 postes si on regarde l'ensemble des entreprises manufacturières. Et ce qu'on aperçoit ici aussi, c'est que les petites PME, donc de moins de 10 employés, sont d'autant plus touchées, étant donné qu'au sein de ces entreprises-là, c'est 32% de leurs postes qui étaient vacants versus 11 à 13% pour les entreprises de plus de 10 employés. Bien évidemment, le manque de main-d'œuvre et le fait d'avoir des postes vacants contraint les entreprises à sous-utiliser leur capacité de production. C'est 86% des entreprises manufacturières qui sont, dans le fond, contraintes de freiner leur productivité en sous-utilisant leur capacité de production. Au-delà de ça, on disait même que c'est 43%, donc presque une entreprise sur deux, qui utilisent moins de 70% de leur capacité de production. Et un constat assez inquiétant à ce niveau-là, c'est que plus de la moitié des entreprises n'envisagent pas un rétablissement de la situation ou un retour à la normale, ou à tout le moins même une augmentation de l'utilisation de la capacité de production dans les 12 prochains mois. Alors évidemment, la sous-utilisation de la capacité de production entraîne une baisse de la productivité notamment, et puis donc contraint les entreprises à différents effets qu'on va voir à l'instant, comme le refus de contrat, la suppression de quarts de travail, etc. Et c'est ce qu'on voit juste ici, c'est que ultimement, faute de capacité à produire par manque de main-d'œuvre, les entreprises sont amenées à refuser des contrats. Et c'est plus de 3 entreprises sur 4 qui récemment, depuis 2019, donc, ont eu à refuser des contrats.
Et ce qu'on a constaté aussi, c'est que les moyennes entreprises, donc de 10 à 100 employés, sont encore plus touchées, étant donné que c'est jusqu'à 62% qui sont concernés. Et constat important ici, c'est que parmi ces contrats qui sont refusés, une certaine partie est évidemment destinée à l'exportation. Et qui dit exportation dit création de richesses pures pour le Québec, mais aussi dit contribution aux objectifs du gouvernement, bien évidemment, qui, au cours de son mandat, avait l'intention de mener à 50% du PIB la création de richesses qui se fait par le biais des exportations. Donc, bien évidemment, la pénurie de main-d'œuvre va à l'encontre de l'atteinte des objectifs du gouvernement. Mais aussi la pénurie de main-d'œuvre, donc par manque de capacité de main-d'œuvre, capacité humaine, c'est près d'une entreprise sur deux, donc 45%, qui ont eu besoin d'abandonner la production de certains produits, que ce soit totalement ou significativement. Généralement, on parle de produits à plus faible valeur ajoutée, évidemment, ou à moins forte intensité technologique. Et dans le fond, parmi ces entreprises qui ont eu à abandonner des produits, c'est plus de 80% qui estiment que cette décision est directement liée à la pénurie de main-d'œuvre. Autre effet du manque de main-d'œuvre et de la sous-utilisation de la capacité de production, c'est la délocalisation. Par délocalisation, ici, on veut dire déplacement de la production d'un établissement de Chaudière-Appalaches vers un établissement situé en dehors de la région, et donc potentiellement en dehors du Québec. C'est 24% des entreprises qui ont déplacé une partie de leur production en dehors de la région. Et donc, parmi ces 24%, c'est 47% qui estiment que cette décision est directement liée à la pénurie de main-d'œuvre. Et ce qu'on a pu constater, c'est que ce phénomène de délocalisation ou de déplacement de la production est d'autant plus vrai dans les entreprises de plus de 100 employés. Et ceci est notamment dû au fait que c'est souvent le genre d'entreprises qui ont plusieurs établissements de production et qui souvent ont davantage tendance à avoir des établissements de production dans différentes régions, voire dans différents pays. Mais au-delà du refus de contrat et de la délocalisation de production, les entreprises sont contraintes, donc notamment ici dans une perspective d'avenir, de diminuer les investissements en développement de nouveaux produits et donc par la bande dans les investissements en recherche et développement. Sachant qu'on sait qu'aujourd'hui, le secteur manufacturier est le plus important investisseur en termes de recherche et développement parmi tous les secteurs économiques au Québec. Mais c'est 62% des entreprises qui, jusqu'alors, faisaient du développement de produits dans leurs établissements, qui n'anticipent pas d'augmentation des investissements dans les 2 prochaines années. Et on va même jusqu'à près d'une entreprise sur 4 qui prévoit une diminution de ces investissements-là. Et par la bande, c'est plus d'une entreprise sur 2 ou une entreprise sur 2 qui signale que ces décisions sont directement liées aux enjeux de main-d'œuvre et donc notamment au manque de personnel. Au-delà de ça, donc notamment en lien direct avec le refus de contrat, les entreprises manufacturières sont contraintes de limiter les efforts de développement des affaires, faute d'être capables de livrer les contrats qui sont signés. Et donc par là, on parle par développement des affaires de recherche de nouveaux clients. Donc c'est 57% des entreprises qui ont ralenti justement cette recherche de nouveaux clients. Et donc, qui dit limitation du développement des affaires, dit limitation aussi de la génération de ventes futures. Donc, on verra un petit peu plus tard les impacts à venir dans les prochaines années de ce genre de prise de décision. Et ce ralentissement, il est vrai pour toutes les entreprises, peu importe leur taille. Les entreprises de plus de 100 employés en sont plus de 40% à prendre ce genre de décision. Et aussi, les entreprises de moins de 100 employés vont jusqu'à 62%. Donc, 62% des entreprises de moins de 100 employés prennent ce genre de décision, donc ralentissent la recherche de nouveaux clients pour davantage se concentrer sur les clients principaux, les clients de longue date, etc. Et donc, ultimement, lorsqu'on essaye de mesurer l'impact de la pénurie de main-d'œuvre et donc l'incapacité à livrer les contrats actuels, le fait d'être forcé à limiter la signature de nouveaux contrats et de limiter le développement des affaires, on parle de plus de 2 milliards de productions non réalisées en 2021, donc en création de richesses pures pour les entreprises manufacturières
et donc pour la région et l'ensemble du Québec. Mais aussi, si on regarde l'impact direct sur le gouvernement provincial et sur le gouvernement fédéral, c'est 145 millions de dollars qui n'ont pas été dans les caisses de l'État en 2021. Et donc, je parlais à l'instant de certaines décisions qui sont prises par les entreprises manufacturières, comme par exemple limiter le développement des affaires, limiter les investissements en recherche et développement, qui sont donc, comme je le mentionnais, des décisions qui impactent directement la génération de création de richesses futures. Si on regarde ce qui pourrait se passer dans les prochaines années, c'est jusqu'à 644 millions de dollars de contributions annuelles aux revenus publics qui sont mises à risque. Donc, les entreprises qui ont pris ce genre de décision ou qui sont sur le point de prendre ce genre de décision représentent des recettes fiscales de plus de 600 millions pour l'État du Québec et l'État du Canada. Mais les entreprises en Chaudière-Appalaches ne restent pas inertes face à la pénurie de main-d'œuvre et mettent en place un grand nombre de mesures de mitigation. Notamment, dans les dernières années, les entreprises ont eu tendance à augmenter les investissements en ressources humaines. Donc là, on parle d'embaucher du personnel dédié à la gestion et au recrutement. Les entreprises ont déjà fait appel au recrutement international et les entreprises ont déjà eu tendance à automatiser et robotiser davantage. Et si on regarde aussi l'intention des entreprises manufacturières pour les 2 prochaines années, on remarque un certain nombre de mitigations qu'on pourrait qualifier de positives qui sont envisagées par les entreprises. Et en première position, on retrouve l'intention d'investir en automatisation et en robotisation. C'est 2 entreprises sur 3 qui ont l'intention d'augmenter leurs efforts à ce niveau-là. Point intéressant ici, c'est que si on regarde le découpage finalement par taille d'entreprise, bien évidemment, les entreprises de plus de 100 employés sont au-delà de 80-86% à envisager d'investir. Mais, point important, c'est que même les entreprises de moins de 10 employés sont 43% à avoir cette même intention. Et donc, ce qui est important à retenir ici, c'est que l'ensemble des programmes d'accompagnement, de financement et autres doivent s'adapter à la réalité de ces petites entreprises-là, qui est évidemment bien différente des entreprises de plus de 100 employés. Au-delà des intentions d'automatisation et de robotisation, c'est 63% des entreprises qui ont l'intention d'avoir recours au recrutement international. De nouveau, c'est plutôt une tendance qui s'adresse aux grandes entreprises, entreprises de plus de 50 ou plus de 100 employés, à hauteur de plus de 80% ont l'intention d'avoir recours au recrutement international, mais ça n'en est pas moins vrai dans les entreprises de moins de 20 employés, qui évidemment ont des besoins bien différents puisqu'ils n'ont pas nécessairement les ressources requises pour être en mesure d'aller chercher du personnel, faire des entrevues et dans le fond, compléter l'ensemble du processus administratif aussi facilement qu'une grande entreprise pour faire venir des travailleurs internationaux. Plus de la moitié des entreprises ont aussi l'intention d'augmenter les salaires, même si c'est une mesure qui a déjà été mise en place relativement souvent dans les dernières années, dans les derniers mois. C'est une mesure qui est encore envisagée pour les 2 prochaines années. Et bien évidemment, ce genre de mesure de mitigation a des effets intéressants pour l'économie du Québec, mais pourrait avoir parfois des effets pervers parce que bien évidemment, ça met une pression sur les coûts des entreprises manufacturières. Ça a tendance à donc augmenter ces coûts-là. Et ultimement, ça pourrait avoir un impact sur la compétitivité des entreprises face à d'autres régions, face à d'autres provinces au Canada, voire même à l'international. Et dernièrement, c'est 49% des entreprises qui envisagent d'améliorer les conditions de travail. Et donc, par conditions de travail, ici, on parle de l'aménagement des heures, de limiter l'écart de travail de soir ou de fin de semaine, d'augmenter la flexibilité pour les employés et toutes les mesures liées notamment à l'équilibre travail-famille. Au-delà de ces mesures de mitigation, comme je qualifiais de positives, intéressantes relativement pour l'économie du Québec, les entreprises, dans le fond, ont aussi l'intention de mettre en place des mesures de mitigation qu'on pourrait qualifier de plus négatives. Et ces éléments-là suggèrent une certaine inquiétude des employeurs et donc des entreprises manufacturières quant à l'avenir. En effet, c'est 58%
des entreprises manufacturières de Chaudière-Appalaches qui envisagent de déplacer, donc de délocaliser soit la production, soit les investissements, soit en dehors de la région de Chaudière-Appalaches, voire même en dehors du Québec. Donc, c'est ce qu'on mentionnait un petit peu plus tôt, c'est une inquiétude de fuite de capitaux, de fuite de personnel, de fuite d'équipements en dehors de la région, voire en dehors du Québec, qui serait dans le fond tragique finalement pour le développement économique local. Et fait marquant ici, bien évidemment, c'est essentiellement les entreprises de 100 employés et plus qui ont l'intention de délocaliser leur production. On voit que 94% de ces entreprises-là ont cette intention, envisagent éventuellement de mettre en place de telles mesures. Et c'est notamment vrai car c'est le genre d'entreprises qui ont plusieurs établissements et qui ont même souvent tendance à avoir des établissements en dehors du Québec, par exemple aux États-Unis ou au Mexique. C'est aussi 26% des entreprises qui envisagent l'abandon total de produits. On mentionnait un petit peu plus tôt que c'est déjà une réalité, mais c'est encore une entreprise sur 4 qui envisage de continuer ce genre de mesures de mitigation dans les 2 prochaines années. Évidemment, ici, ce que ça veut dire, c'est que c'est un frein à l'innovation, c'est un frein à la création de nouvelles valeurs ajoutées au Québec et à l'expansion au niveau des produits propriétaires au Québec, par exemple. 23% des entreprises envisagent aussi le report d'investissement, et donc ça, c'est aussi bien vrai dans les investissements en recherche et développement, mais aussi donc en innovation ultimement, mais aussi en investissement en construction et en acquisition d'équipements. Donc, quand on parle que l'automatisation et la robotisation est envisagée par un grand nombre d'entreprises, il y a aussi un certain nombre d'entreprises qui envisagent de retarder ce genre d'initiatives, faute de main-d'œuvre, notamment pour l'implantation de ces nouveaux systèmes ou de ces nouveaux équipements. Et ultimement, on parle même de jusqu'à 9% des entreprises qui envisagent carrément de vendre leur établissement. Donc là, on parle carrément plus ou moins de baisser les bras ou de sortir avant qu'il soit trop tard du marché manufacturier québécois. Je conclurai ici en disant que nos discussions avec les entreprises manufacturières nous ont amené à penser à 4 grands champs d'action, 4 grandes thématiques qui doivent être considérées ensemble pour la formulation de solutions à la pénurie de main-d'œuvre. Évidemment, l'ensemble de ces solutions doit être considéré justement comme un ensemble et pas individuellement pour avoir un succès face aux enjeux qui sont vécus par les entreprises manufacturières. Le premier point, c'est l'automatisation et la robotisation, comme on l'a mentionné. Ça nécessite avant tout de maintenir les efforts de soutien des entreprises et de renforcer l'offre d'accompagnement, notamment dans le contexte que je mentionnais un petit peu plus tôt, où un grand nombre de petites PME ont l'intention de rentrer dans cette tendance, de s'intéresser à l'industrie 4.0, de s'intéresser à l'automatisation. Ils vont avoir besoin d'un soutien bien particulier et donc d'aller au-delà de programmes qui concernent essentiellement des moyennes, voire des grandes entreprises. Le deuxième point, c'est le recrutement international. Les entreprises ont besoin que leur soit facilité l'accès aux travailleurs étrangers et bien évidemment que soit soutenue l'intégration des travailleurs étrangers en région. Et donc, on verra un petit peu plus tard, ça passe aussi par du soutien au logement de ces personnes-là et à leur intégration dans la communauté en région. Le troisième point, c'est tout ce qui a trait à la formation et à la requalification des travailleurs. Donc, les entreprises ont besoin de compter sur une formation initiale, mais aussi une formation continue. On parle de requalification en adéquation avec leurs besoins. On a besoin d'identifier les postes clés, les postes les plus en demande dans les entreprises manufacturières pour amener ces travailleurs-là sur le marché du travail. Et bien évidemment, une des solutions clés à la pénurie de main-d'œuvre, c'est de miser sur les bassins de main-d'œuvre qui sont actuellement disponibles. On parle notamment des travailleurs expérimentés, mais on parle aussi des jeunes, des femmes, etc. Et pour intéresser ce bassin de main-d'œuvre disponible au secteur, ça passe notamment par la valorisation de l'image du secteur, mais aussi de la valorisation de l'image des différentes entreprises pour maximiser l'attractivité du secteur manufacturier au Québec. Et évidemment, Chaudière-Appalaches. Je terminerai par dire que je mentionnais en début de présentation l'importance critique du secteur manufacturier en Chaudière-Appalaches.
mais le secteur manufacturier dans son ensemble est critique dans l'économie du Québec. Et donc là, je parle du secteur manufacturier dans l'ensemble des régions du Québec. Au-delà de ça, on a vu que les enjeux de démographie qui touchent actuellement le plus finalement au Québec, la région Chaudière-Appalaches, va finir par toucher ultimement les autres régions au Québec. Probablement de la même façon, on sait évidemment que le vieillissement de la population ne se limite pas aux frontières de Chaudière-Appalaches, mais s'étend à l'ensemble de la province. Et donc, l'ensemble des impacts qui sont relativement négatifs sur les entreprises manufacturières au Québec va ultimement toucher l'ensemble des régions et l'ensemble des entreprises manufacturières québécoises. Et enfin, les mesures de mitigation qui sont mises en place ne se limitent pas non plus aux entreprises manufacturières Chaudière-Appalaches, mais ultimement vont être envisagées par l'ensemble des entreprises dans les différentes régions du Québec. Donc, le point que j'amène ici, c'est qu'on vous dresse aujourd'hui le portrait d'une région manufacturière clé au Québec qui est en situation de crise face aux défis qui sont imposés par les enjeux de pénurie de main-d'œuvre. Et ultimement, on sait que ces enjeux-là touchent l'ensemble des entreprises au Québec et donc ces effets vont se retrouver dans les entreprises aussi partout ailleurs. Voilà qui conclut ma présentation. Philippe, je peux te repasser la parole. Merci, Mathieu. Alors, il y a déjà quelques personnes qui posent des questions. Alors, je vous invite à poser des questions. Alors, j'ai répondu à certains commentaires et questions dans le chat. Alors, je vous invite à continuer à le faire. Alors, évidemment, quand on parle de délocalisation des entreprises, délocalisation des investissements, ça touche, ça interpelle beaucoup les élus du territoire. Alors, j'inviterai maintenant M. Claude Morin, maire de Saint-Georges-de-Beauce, à vous adresser quelques mots. M. Morin. Merci Philippe. Bonjour tout le monde. Écoutez, suite à l'excellente présentation de M. Antoine, je me sens choyé d'être le porte-parole des élus de la région de Chaudière-Appalaches parce que quand j'ai commencé à participer avec ce groupe-là, j'ai été vraiment senti concerné directement comme maire de la ville de Saint-Georges. Écoutez, là, je pense que le message que je vais passer ce matin, c'est surtout pour les élus, mais c'est sûr que ça inclut les autres industriels, mais c'est l'importance de le fait qu'il faut soutenir nos industriels. Parce que ces industries-là, nos industriels, ce sont des créateurs de richesses. Ce sont eux qui nous permettent de se développer davantage. Ce sont les gros payeurs de taxes, pour parler en bon français. Alors, si la journée, ce qui réduisent leur capacité, ça veut dire qu'il y a moins de monde, il va y avoir des gens qui vont quitter, des gens qui vont s'en aller. Probablement, les industries peuvent, dans le pire, être dévaluées. Alors, ça fait un impact directement sur les revenus. Parce que vous le savez comme moi, la fiscalité municipale n'a pas été revue depuis Napoléon Bonaparte. Et puis, c'est nos seuls revenus qui nous permettent avoir des éléments attractifs pour amener des citoyens ici, dans nos municipalités. Je pense aussi, j'ai une pensée bien précise pour les petites municipalités qui ont 1, 2, des fois 3 industries. Imaginez-vous l'impact si celles doivent fermer ou doivent être relocalisées. Ça a des impacts sur votre dépanneur, ça a des impacts sur vos écoles, ça a des impacts sur tout. Alors, vous allez devenir des villages fantômes. C'est important qu'on soutienne à 100% tous nos industriels dans Chaudière-Appalaches, mais dans tout le Québec, parce que oui, on se fait dire que l'économie est bonne, mais elle pourrait être encore meilleure si on avait des emplois remplis partout à 100%. Écoutez, il va y avoir des solutions qui vont vous être présentées éventuellement. Prenez-la en note et n'ayez pas peur d'aller rencontrer nos représentants du gouvernement, nos élus, là, d'aller leur dire hey, écoutez, il faut absolument mettre l'importance. On a eu une présentation hier d'un mini-budget. Oui, ça couvre en partie certains, mais pas assez. Il faut aller plus loin. Je parle juste au niveau de la formation, au niveau des aides dans les investissements. Oui, il y en a, mais il faut que ça soit encore plus agressif parce que Québec est en évolution. Puis tantôt, on va donner de l'argent à l'Alberta. Ça fait qu'il faut tout travailler ensemble. Puis il faut être solide, il faut être solidaire. Alors, je compte sur vous. Il faut travailler ensemble, les élus, que ce soit au niveau de la FQM, que ce soit au niveau de la UMQ. On a 2 syndicats très forts. Puis allons porter haut et fort le message à notre gouvernement que nos industriels manquent de main-d'œuvre, que la pénurie crée la rareté ou la rareté crée la pénurie. Alors, mais on est d'accord, on a besoin de monde. Merci beaucoup. Bonne fin de réunion. Je dois quitter. Puis lâchez pas la gang. Puis bravo à ceux qui ont parti cette étude-là. Ça nous a donné vraiment une image très, très juste de ce qui se passe dans nos régions. Merci beaucoup.
Merci, M. Morin. Alors, M. Morin disait, en fait, l'importance du secteur manufacturier. Alors, on a 2 porte-paroles manufacturiers qui se sont associés à la démarche et qui ont accepté, en fait, de parler au nom de leurs collègues. Alors, à tour de rôle, je vais leur demander de vous adresser un petit mot. D'abord, M. Charles Tardy, qui est vice-président développement des affaires et de l'approvisionnement chez la compagnie Maybec. Alors, M. Tardy, je vous cède la parole. Merci. Bonjour. Si j'ai accepté aujourd'hui d'être porte-parole pour les secteurs manufacturiers avec Louis du secteur manufacturier de Chaudière-Appalaches, c'est que l'étude qui vous est présentée est vraiment très bonne, est vraiment très bien faite et surtout très représentative. Au risque de me répéter, je dirais que c'est de lire cette présentation-là, de lire cette étude-là qui a été faite par Deloitte et BData. C'est comme regarder dans la fenêtre chez nous. C'est comme regarder dans la fenêtre chez Maybec. On s'y reconnaît dans la très grande majorité des cas qui sont présentés. D'abord, Maybec est une entreprise qui donne l'emploi à près de 450 personnes dans 6 sites industriels et 4 municipalités de Chaudière-Appalaches. Puis, je peux vous dire que ce qui a été dit, entre autres, au point de vue de difficulté de trouver de la main-d'œuvre, est vraiment ce que l'on vit. Juste dans une municipalité où on donne l'emploi au-delà de 250 employés, à Saint-Pamphile, dans l'Îlet, on a manqué 25 employés toute l'année. Ce qui veut dire que ça nous a obligés à certains moments, ou parce qu'on a des produits très saisonniers de recouvrement de maison, il y a des moments au printemps où la saison où les demandes sont les plus fortes, on a été même obligés de retirer certains produits qui sont des produits phares pour quelques semaines parce qu'on était rendu à 16 semaines de livraison. On n'était pas capable de fournir parce qu'on n'avait pas la main-d'œuvre qui, normalement, est présente pour donner un coup de main à ce temps-là de l'année au début d'été, n'était pas là. Alors, ça nous a obligés d'être en rattrapage. C'est une situation qui s'est régularisée dans le courant de l'été, mais c'était extrêmement difficile. Donc, des ventes perdues. Quand on dit qu'il y a une perte de richesse créée, c'est sûr que c'est ce qui se passe. Savez-vous, si on regarde de façon globale, souvent, Chaudière-Appalaches est reconnu pour son succès manufacturier industriel. L'étude l'a bien démontré. On crée une richesse manufacturière d'au-delà de 10 000 de PIB, d'au-delà de 12 000 per capita, ce qui est le plus élevé au Québec. Cette richesse-là et ces succès-là souvent cachent une réalité qui est vibrante. Présentement, on est extrêmement actif au point de vue manufacturier. On a de la difficulté à répondre à la demande. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est effectivement, la situation actuelle, c'est un manque d'emploi chronique, puis qui est d'autant plus critique qu'il est, comme on l'a souligné plus tôt, qui est par une démographie qui est décroissante. Alors que le reste du Québec, on est resté à peu près au même niveau, à peu près 0,6 % de croissance dans les 10 dernières années. Chaudière-Appalaches est au-delà de 5 % de décroissance. Puis ça nous touche complètement, directement. Alors, il faut vraiment le montrer haut et fort. Je pense on est là pour le succès, on est là pour créer une richesse pour le Québec qui va en avoir bien besoin dans l'après-pandémie pour payer les dettes qu'on a dû créer et que le gouvernement a eu la clairvoyance de faire. Mais aujourd'hui, notre cri d'alarme est de dire au gouvernement, vous pensez de la bonne façon, vous supportez l'automatisation, la robotisation, mais peut-être pas de façon aussi spécifique qu'il faut le faire. Elle ne répond pas à la PME nécessairement. Il y a des aides qui sont nécessaires pour peut-être donner accès à la PME à cette aide-là, à cette conversion-là industrielle. Je peux vous dire, ça fait au-delà de 4 à 5 ans qu'on travaille à développer une robotique spécifique à notre utilisation. Il faut voir qu'on est dans les PME, on n'est pas des entreprises il n'y a pas de grands manufacturiers. On est obligé de créer des situations sur mesure en robotisation, en automatisation, ce qui demande des dépenses significatives. Et souvent, être capable d'être un réceptacle, ça nous prend des gens qui sont connaissants pour recevoir ces équipements-là. Souvent, ils ne sont pas existants. Alors, dans une des 9 recommandations qui ont été présentées au gouvernement par la TREMCA, qui est le regroupement des élus municipaux de la région Chaudière-Appalaches, on a très spécifiquement présenté, dire que l'automatisation, robotisation est une solution, mais on va avoir besoin d'aide pour
avoir des ingénieurs pour recevoir ces équipements-là, des techniciens de haut niveau pour recevoir ces équipements-là des entreprises. Alors, le gouvernement on souligne que le gouvernement devra aider pour faciliter l'emploi de ces gens-là, l'engagement de ces gens-là dans les entreprises. On a aussi un autre élément, c'est que à voir très, très clairement, c'est que l'automatisation, l'automatisation ne se fera pas du jour au lendemain. Ça va prendre plusieurs années pour être capable de se déployer. Comme je dis, notre programme chez nous, chez MEVEC, a commencé il y a 4 ans dans nos usines de Bardo en particulier, si je prends cet exemple-là. Mais on en a encore certainement pour 5 à 6 ans encore pour arriver à des résultats sur la majorité de nos postes. Alors, cette période-là intérimaire fait qu'on manque de main-d'œuvre. Il faut combler les postes. Puis l'immigration est une solution importante et à court terme pour nous permettre permettre cette transition-là. Alors, les travailleurs étrangers, on souligne, on est très heureux que le gouvernement du Québec ait fait passer le seuil de 10 à 20 de possibilités d'emploi de travailleurs étrangers dans nos opérations. Mais le fédéral n'a pas encore emboîté le pas. Alors, on a besoin que le gouvernement nous aide à s'assurer que le gouvernement fédéral aussi embarque prenne le pas, mais aussi qu'il soit capable d'élargir ce programme-là finalement dans les régions à plein emploi pour que les différents employeurs y aient accès. Parce que présentement, on se vole les travailleurs un l'autre. Alors, on n'est pas mieux, on manque un mécanicien, on va le chercher chez notre camionneur, puis le camionneur va le chercher chez un autre. Alors, on joue toujours avec le même monde. Alors, de ce côté-là, je pense on a besoin justement de s'assurer d'avoir un accès plus facile à la main-d'œuvre étrangère, qui est une solution à court terme, court et moyen terme pour nous permettre cette transition-là. Les élus ont souligné aussi, bien entendu, que ça a amené tout ce monde-là dans les régions et ça amène une problématique de résidentiel, finalement, pour les localiser, pour être capable de les loger et d'être capable de les transporter. Alors, on parle effectivement d'aide pour permettre au territoire de pouvoir être capable de recevoir ces gens-là, donc pour permettre la construction et le transport par des moyens de transport en commun. Alors, ce sont que des éléments, des éléments que je souligne qui nous touchent et qui touchent l'ensemble des entreprises qui sont là dans la région. Alors, mon intervention, c'est pour dire, oui, l'étude représente très bien la situation. On est seulement MEVEC est l'une des 309 entreprises qui ont répondu finalement à cette étude-là sur les 1200 qu'il y a dans Chaudière-Appalaches. Puis je peux dire qu'elle représente extrêmement bien notre situation, puis qu'il est important que le gouvernement puisse comprendre qu'on a besoin d'un support immédiat pour être capable d'assurer cette richesse-là qu'on crée à court et moyen terme. Merci. Alors, merci, M. Tardy. Alors, en direct de quelque part au Québec, là, notre autre porte-parole manufacturier, alors M. Louis Veilleux, qui est PDG du Groupe Mondial. Alors, Louis, ton micro, peut-être? Et peut-être ton micro, là. Bonjour, merci Philippe. Passer derrière Charles, c'est toujours un délice. Il a bien expliqué, il a tout bien expliqué qu'est-ce qu'il en est de la situation. Ce que Charles dit, 100% de ce qu'il a dit, on le vit. Donc, on a les mêmes fenêtres que toi, Charles, même dans ma voiture à Kinsey Ford. Les 4 recommandations, les 4 piliers qu'on a, on n'inventera rien de nouveau. Mais là, ce que je vois, moi, ce que mon cri du cœur envers les élus, mon cri du cœur, c'est qu'on est ceux aujourd'hui, et peut-être même avec du retard, on est ceux aujourd'hui qui représentent les mêmes personnes qu'en Colombie-Britannique qui disaient « Ne bâtissez pas des fermes ici, il y avait une rivière, il y a un lac. » Quand le monde n'écoute pas le bon sens, il y a des drames, il y a des catastrophes. Et pour moi, en tant qu'employeur, Groupe Mondial, on a 7 compagnies manufacturières. Au Québec, on est 350 personnes. Bon, on s'en sort quand même assez bien parce que la main-d'œuvre, on en a pris soin déjà depuis longtemps. Tout ça, on ne fait pas de mise à pied, on n'est pas saisonnier trop. Tu sais, là, j'ai de l'air du gars qui vient se plaindre le ventre plein. Mais si les Charles et les Louis de ce monde ne se lèvent pas ensemble pour dénoncer quelque chose qui s'en vient, un drame, parce qu'on a peut-être eu la chance de pouvoir le regarder, ce drame-là, le comprendre, et qu'on est bien entouré, qu'on peut être là ce matin au lieu d'être en train de faire 4 autres jobs.
cette tragédie-là est en train de se faire en avant de nos yeux. On est, ce que j'expliquais au ministre qu'on a rencontré, nous, on est en train de vous dire qu'il y a une sécheresse. Il y a une sécheresse de la main-d'œuvre. Une sécheresse, là, quand ça commence, là, il fait soleil, il fait beau. Le monde là, ils sont tous contents pendant la sécheresse. Tout le monde a de l'ouvrage. Ben, c'est pas vrai que tout le monde est content parce qu'il y a toujours les gens qui nourrissent la planète, les cultivateurs, que eux la voient, la sécheresse. Mais le commun des mortels, les politiciens, souvent, vont dire « Ah, il fait beau ». Mais on est comme ces cultivateurs-là. Nous, on nourrit avec les jobs qu'on donne. Et ça m'interpelle beaucoup. Évidemment, la robotisation, comme Charles, on est là-dedans. Et malheureusement, c'est vraiment pas à la portée de tous. Et c'est très cher. On parle du 4.0. Juste chez nous, le 4.0, c'est une affaire de 3,4 millions de dollars. L'automatisation, on a mis plusieurs millions de dollars là-dedans. Et ma foi, ça nous a augmenté notre productivité. On ne regrette pas ce qu'on a fait, mais ça ne remplace pas des gens. Ça, il faut s'enlever ça de la tête. Lorsque tu as un robot, tu as besoin de main-d'œuvre devant ton robot. Tu as peut-être de main-d'œuvre moins spécialisée à un endroit, mais tu as besoin d'avoir développé de la main-d'œuvre extrêmement spécialisée de l'autre bord. Donc, chez nous, la formation, on a une équipe de formation à l'interne. Quand on parle de la troisième, la formation, on y croit. On y croit, mais encore là, si je me mets dans les souliers d'une PME de 10 employés, hey, la formation, là, c'est une grosse patente et malheureusement, pas trop accès. L'autre affaire, je reviens à l'automatisation. L'automatisation, la grande majeure partie des compagnies que je rencontre au Québec sont des compagnies qui, au Québec, on est réputé pour être assez flexible, créatif et tout ça, ce qui nous amène des types de produits, des types de nos ventes sont beaucoup avec des high mix, low volume. Comment je pourrais dire ça en français? Beaucoup de versatilité dans tes produits avec des bas volumes. Donc, la robotisation du bas volume, c'est loin d'être la coupe aux lèvres. On le fait pareil, comme je vous dis, on le fait. Mais l'automatisation, si on dit que c'est la baguette magique, enlevons-nous ça dans la tête. Les mathématiques, ça ne ment pas. C'est rare que ça ment. Si on regarde le nombre, la pyramide démographique, et avec tout ce que Charles a expliqué, puis notre étude explique, c'est qu'il manque, même si on réussit à automatiser, même si on forme, même si on va chercher, chez nous, des gens handicapés ont des emplois, des gens en changement de carrière, on les forme, on travaille sur la rétention, les salaires, tout ça, on le fait tout. Le bassin de main-d'œuvre, quand on le regarde, malgré tout, comment on ira chercher tout le monde, puis il faut enlever nos lunettes roses aussi. Il y a des gens qui ne sont pas employables aussi, là. Tu sais, nous, on a le syndrome de Mère Teresa, on essaye toutes sortes d'affaires, là, mais notre taux de succès avec des gens, des éclopés de la vie, il n'est pas 10 sur 10. Là. On a un très bon taux de succès, mais ce n'est pas très élevé. Là. Alors, on revient, pour moi, pour nous, le recrutement international est le fer de lance parce qu'on va chercher des gens, on ne va pas chercher des gens, puis je suis très ouvert à voir des gens qui arrivent de pays en guerre et tout ça, mais on va chercher directement des travailleurs dans des pays étrangers. On va chercher des gens qualifiés. Ces gens-là, quand ils arrivent ici, ils commencent déjà à payer des taxes. Ils deviennent des citoyens rapidement. Si on regarde tout ce qu'on a dit et qu'on ne fait pas plus d'embauches internationales, il va nous manquer 25 % de travailleurs. Mettez ça dans n'importe quelle entreprise. Et vous aussi, dans les villes, le maire Lehouillier se plaignait qu'il n'était même pas capable d'embaucher le monde, qu'il n'était pas capable de faire de projets parce que les entrepreneurs n'avaient pas assez de capacité pour faire les projets. On est touché partout. On est touché partout. Alors, le recrutement international, pour nous, on a aussi la délocalisation. On a maintenant un bureau en Tunisie parce qu'on n'était pas capable d'aller chercher de la main-d'œuvre. Donc, on a un bureau technique. On va probablement en avoir un au Maroc aussi. Alors, on délocalise sans délocaliser nos usines présentement, mais hey, je vous mentirais de dire qu'on ne le regarde pas. Là. On est vraiment là-dedans parce que malgré qu'on a des usines un peu partout sur le territoire du Québec, nos usines sont dans des régions où c'est le plein emploi. Alors, qu'est-ce qu'on demande et notre approche, ce
qui est vraiment important, là, je pense que c'est l'approche. Qu'est-ce qu'on a fait avec cette étude-là? On n'a pas rien que fait chialer, OK? On a amené des solutions, mais des solutions, ma foi, un peu lean manufacturing. On veut que le gouvernement, parce qu'eux autres aussi souffrent de la rareté de main-d'œuvre, même si M. Legault a dit devant tout le monde que ça n'existait pas, là. Mais excusez, là, ça ne me revient pas encore, mais cette rareté de main-d'œuvre-là, on va être capable de passer par-dessus si on va la chercher et si on simplifie le processus. Ce qu'on dit, quand il y a 4%, on est en bas de 4% de chômage, enlever des barrières, laissez-nous travailler. Je sais que mon cri du cœur, c'est laissez-nous travailler, là. Je suis un peu industriel pas mal là-dedans, là. Nuisez-nous pas, là, puis laissez-nous travailler, là. On paye des gens pour faire venir du monde. On se casse le basic. Mais ce qui est difficile, c'est cette lenteur bureaucratique. Puis je les comprends, ils n'ont pas beaucoup de monde. La paperasse, elle est importante. Et ils s'amusent à changer les documents sur une base régulière pour, malheureusement, garder le KPI qui sont bons, parce que quand ils changent quelque chose, ils scrapent les documents, on recommande. Ça coûte une fortune d'avocat. Alors, si on est assez cave, nous, les employeurs, pour payer de 12 à 15 000 d'attendre 9 mois pour avoir quelqu'un qui s'en vient travailler chez nous, comprenez-vous que ce n'est pas un petit besoin. Ce n'est pas quelque chose qui est anodin, puis c'est surtout pas, en tout cas dans notre cas, de moyen de trouver des travailleurs moins chers. Chez nous, les salaires sont bons et on est pour la diversité et l'égalité. Donc, que tu viennes de n'importe où, que tu aies n'importe quelle orientation sexuelle, on s'en fout. Chez nous, on regarde les gens. On y va avec les cœurs. Donc, vraiment, le recrutement international, si on n'ouvre pas cette voie-là, donc d'avoir plus de monde, de faciliter, de s'organiser, que les régions, et de faciliter que les gens restent en région. Parce que ce que Claude disait, je viens de passer à Sainte-Saphorine ou quelque chose comme ça, là, le village, là, c'est fantôme. C'est assez impressionnant de passer dans un village fantôme au Québec. Ça m'a fait mal au cœur. Et ça, on va en avoir beaucoup plus. Puis moi, je suis un gars d'un petit village. On est dans nos régions, on a un gouvernement qui se dit gouvernement des régions. Mais levons-nous ensemble, parlons ensemble, il va nous écouter. C'est important que toutes les régions du Québec s'associent. Tous les entrepreneurs du Québec s'associent. Pas juste pour s'enrichir, non. Il s'en vient de sécheresse. Cette sécheresse-là, là, moi, je commence à avoir l'anxiété de vieillir. Qui va s'occuper de moi? Et quand je vois mes enfants là-dedans, comment le Québec de demain se dessine, c'est inquiétant. Parce que les changements climatiques sont là. Je pense qu'on l'a tout vu à la télé un peu partout. Et le Québec, présentement, on s'en sort quand même bien. On risque d'être, et j'ai bien aimé ce que Claude a dit, qu'on va payer de la péréquation en Alberta. Moi aussi, j'aimerais beaucoup ça. Le Québec s'enrichit rapidement. M. Legault veut ça et on veut tous ça. Mais il ne faut pas manquer de gaz. Il ne faut pas manquer de gaz parce qu'on manque de gaz dans le parc, on va trouver le temps long. Fait que là, il y a vraiment ensemble, moi, c'est un cri du cœur. Mettons-nous ensemble, toutes les régions du Québec. Si ça ne vous frappe pas présentement, ça va vous frapper dans pas grand temps. J'ai couché dans un hôtel où la majeure partie des gens qui m'ont répondu, qui ont fait le travail dans cet hôtel-là, j'ai compté 80% de travailleurs étrangers dans cet hôtel-là. J'ai essayé d'avoir d'autres hôtels qui n'avaient pas de place parce qu'il manquait de personnel. C'est quand même de quoi? Je suis au Québec, ce n'est pas une saison touristique. Puis Drummondville, il me semble que je n'ai pas vu bien de touristes américains, chinois, japonais là-dedans. Là. C'est pas très sexy. Mais il y avait des hôtels qui n'avaient pas de place à cause de ça. C'est une sécheresse. Oui, il fait beau. Oui, on a du travail. Oui, on a des beaux problèmes. Mais ça va faire tellement mal dans les années qui s'en viennent que si on ne se réveille pas aujourd'hui, on va passer aux nouvelles comme le monde au BC, puis on va tout avoir de l'air cave. Pourquoi que se sont bâtis là, ces innocents-là? C'est mon message. Merci, Louis. Alors, on dénote toujours ta passion pour la situation.
Alors, Philippe, juste, oui. c'est Charles Tardy, juste, j'avais pas ajouté souvent, il y a des dires qui avaient été faits pour dire que le secteur manufacturier est en retard sur le mode sur les niveaux salariaux, puis ça, puis c'est pas ce qui existe dans notre région. Je peux vous dire, nous autres, le salaire minimum chez nous, dans l'usine, c'est 20 $ et plus, on parle et jusqu'à beaucoup plus, on pense qu'à 39 $ alors de l'heure. Alors, c'est vraiment pas la situation. Je pense que le secteur manufacturier s'est ajusté, mais là, même si on paye plus cher, ben on ne l'a pas, le main-d'œuvre. Ça ne donne rien. Il n'y aura pas plus de monde. Alors, il faut penser à d'autres choses. Merci. Et si je peux rajouter quelque chose sur ce que Charles vient de dire, Charles a tout à fait raison, parce que c'est un des éléments que le gouvernement Legault parle, qui semble être vraiment une grosse patente pour eux autres. J'aimerais qu'ils regardent le bon KPI. Ils disent que les gens gagnent 54 000 $ par année et que ça vaut la peine. Regardez les T4. Regardez pas le 36 heures. Là, on n'en a pas de ça, pas des caisses populaires. Là. Le monde travaille 40 et 40 heures de plus. Et regardez les T4. Vous avez accès au gouvernement au T4. Regardez comment que nos gens gagnent d'argent. Je suis comme Charles. Nos gens gagnent des bons salaires. Et les augmentations, on sent la pression des salaires et on suit ça. Mais c'est pas parce que tu payes plus ton monde qu'il y a plus de monde. Ça, il faut l'enlever aussi de notre tête. Il n'y en a juste pas plus. C'est parfait, la richesse, on la partage, mais maintenant, on va manquer de monde pour la partager. Merci, Charles, là-dessus. Je pense que c'est important, vraiment. Alors, vous comprenez tout le monde pourquoi on a choisi M. Tardy et M. Veilleux comme porte-parole. Alors, c'est des gens, en fait, qui sont engagés dans la cause. Alors, on a la chance ce matin d'avoir M. Jacques Demers, maire de Sainte-Catherine-d'Attelée, préfet de la MRC Mme-Frémagogue et également président de la Fédération québécoise des municipalités. Alors, M. Demers, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Tantôt, j'entendais M. Veilleux dire que passer après M. Tardy, c'est pas facile, mais passer après vous deux, je vous avoue que c'est quelque chose. En tant que président de la Fédération québécoise des municipalités, évidemment, à représenter l'ensemble des régions du Québec, on comprend très bien le message qui se passe ce matin. Puis bravo, quand on commence par avoir des chiffres, parce que c'est ça que ça prend. Ça prend ces données-là pour prendre des décisions. Mais il ne faudrait pas oublier non plus que ces données-là ne viennent pas d'arriver aujourd'hui. Vous vous souvenez qu'il y a 3-4 ans, on avait sorti des chiffres parce que le gouvernement avait resté surpris de voir que toutes les entreprises étaient en train de s'en aller vers les grands centres. On faisait des ronds autour des grands centres. C'est là que ça se déplaçait. Ça ne vient pas de commencer. Là, on a l'impression qu'à cause de la pandémie, ça se passe à cause de la pandémie. Ce n'est pas ça. Puis comme nos entrepreneurs l'expliquent si bien, bien, il va y avoir un après aussi. Il faut présenter, quand j'aimais l'idée de la sécheresse, parce que mon père disait tout le temps, la sécheresse, ça, c'est quand il t'annonce la pluie et qu'elle ne tombe pas. C'est en plein ce qui est en train de se passer. On promet plein d'affaires, mais ça n'arrive pas, tu restes dans le trouble. Dans les petites municipalités, quand on parle d'entrepreneuriat, ben moi, je trouve toujours un peu spécial quand on voit les politiciens et on voit les entrepreneurs. On ne vit pas. Moi, je ne vis pas à Sainte-Catherine-d'Attelée en tant que maire, puis dire c'est ça qui est ma job. J'ai toujours eu des entreprises qui font ce que je comprends très bien. Quand on me parle de pénurie de main-d'œuvre, on le vit, on le sait. C'est ce que beaucoup de politiciens grandes villes, bien souvent, viennent aussi de l'entrepreneuriat. Ils ont vécu ailleurs avant de faire ce job-là, la grande majorité. Moi, quand j'écoute M. Vachon parler, là, je pense qu'il comprend très bien le message. Le leadership qu'il met dans votre région bien, est évident de ce côté-là. On pourrait évidemment parler d'immigration. On n'a pas un très beau tableau en région de la rétention qu'on a faite de ce côté-là. Souvent, on entend les débats au niveau des nombres qu'on devrait aller chercher, mais ne serait-ce que d'aller chercher le pourcentage qu'on devrait avoir au niveau de nos régions, bien, on ferait déjà un pas en avant de ce côté-là. Ce qui n'est pas le cas présentement. On ne va pas chercher. Ils se retrouvent à Montréal, se retrouvent dans le grand centre, mais au niveau des régions, il n'est pas là. Est-ce qu'on a quelque chose à apprendre? Est-ce qu'on doit plus les écouter? Est-ce qu'on doit les accueillir autrement? Peut-être, mais on a besoin de leur arriver, évidemment, pour nos entreprises. On a des développeurs économiques comme jamais qui nous entourent. Oui, aussi de ce côté-là, souvent de la difficulté à recruter des gens, mais ils sont là, ils ont des connaissances, ils veulent nous aider avec ce qu'on entend matin, avec des chiffres, avec des entrepreneurs qui semblent être prêts à bouger de façon évidente. Ils savent, je pense qu'on est capable de travailler ensemble. Faisons attention, parce que quand ces entreprises-là, puis le message est clair un matin, vont nous avoir quittés, là, on va courir après eux autres pour essayer de les ramener.
C'est pas comme ça. On a tellement puis, qui vont nous dire à quel point ils ont travaillé fort pour les amener dans nos régions. Il ne faut pas qu'ils nous quittent. Il faut les accompagner et les aider de ce côté-là. On voit ce qui se passe au niveau du gouvernement, ce qu'on annonce au niveau du manufacturier. Il faut que ça se passe rapidement. C'est là qu'il faut réagir, puis pas à court terme. Ce n'est pas quelque chose qui va se régler toute seule avec une piqûre, là. On ne parle pas de la pandémie, on parle de l'emploi. Il faudrait séparer les deux, puisque je pense que plein de gens qui commencent à penser, à un moment donné, on dit « Ah, c'est à cause de la PCU, c'est à cause de tel programme, les gens ne sont pas là. » C'est plus grand que ça. Fait qu'il faut voir l'ampleur que ça a présentement au Québec, puis il ne faut surtout pas l'échapper. On a une occasion aussi de bien faire. Ça fait que faisons-le ensemble. Je suis convaincu que le monde municipal est prêt à travailler aussi avec leur manufacturier, mais je dis l'ensemble. Quand vous parliez du dépanneur, l'importance qu'il y a, il faut donner aussi une qualité de vie. Si on va attirer des gens chez nous, il faut que ces gens-là se plaisent. Il ne faut pas qu'il y ait l'impression qu'ils s'expatrient. On fait la même chose avec l'agriculture. On dit aux gens, ben oui, on va centraliser. Mais quand on veut déplacer des familles, on veut déplacer des conjoints, on veut déplacer des enfants, ben il faut qu'il y ait du plaisir là où ils s'en vont. C'est la même chose pour les entreprises. Si on veut qu'ils arrivent dans nos régions, ben il faut être sûr qu'on les accueille de la bonne façon, puis ils sont bien chez nous, puis qu'ils ne viennent pas seulement pour le salaire, ils viennent pour la qualité de vie. Ça, c'est extraordinaire ce qu'on peut leur offrir de ce côté-là. Merci beaucoup. Merci de votre présence ce matin, M. Demers. C'est apprécié là, de sentir l'appui de la Fédération là, à la démarche qui est initiée par la région. Alors, très rapidement, parce qu'on vous a dit qu'on terminait à 9 heures, ma collègue Hélène Latulippe va présenter succinctement le mémoire qui a été produit par les gens de la région Chaudière-Appalaches. Et je vous indique dans quelques secondes où vous trouvez l'ensemble de la documentation là, pour ceux et celles qui l'ont demandé. Alors, Hélène. Oui, merci Philippe. Oups, attendez une petite seconde. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui. Parfait. Je vais juste me mettre en mode diaporama. En fait, il y a un mémoire qui a été bâti par les gens de la région. J'ai vu plusieurs commentaires dans le chat que je lisais pendant la présentation. Sachez que la région de Chaudière-Appalaches, je trouve ça important de revenir là-dessus. Depuis 2011, on vit la rareté de main-d'œuvre. Alors, des initiatives, il y en a de toutes sortes qui ont été faites depuis 2011. Je pense à nos institutions scolaires qui, en 2012-2013, organisaient des missions de recrutement pour aller recruter des étudiants internationaux. Il y a des campagnes d'attraction qui ont été organisées aussi. Là, je pense à la Beauce-Embauche, à Montmagny-Embauche, etc. Il y a plusieurs choses qui ont été faites de la part des intervenants de la région, de la part des entreprises, mais malgré tout, il manque de travailleurs dans notre région. On est une région, ça a été dit dans le cadre du webinaire, à cause de notre déclin de population active, on vit peut-être les choses avant les autres régions. Donc, c'était pourquoi aujourd'hui, c'était important pour nous de vous sensibiliser. Donc, il y a un mémoire qui a été fait, que je vous présente en 2 minutes parce qu'on a moins de temps, qui parle que l'économie de Chaudière-Appalaches est sur pause et que nous, ce qu'on souhaite, c'est de ne pas avoir de pause en Chaudière-Appalaches. Donc, il y a 5 axes de recommandation qui ont été priorisés. La première, bien sûr, c'est l'automatisation, la robotisation. On l'a vu tout à l'heure, 66 de nos entreprises ont l'intention de s'automatiser, mais M. Tardy le disait tout à l'heure, ça va prendre des programmes adaptés. Ce qu'on demande, par exemple, c'est d'adapter les programmes pour que les entreprises puissent embaucher des gestionnaires de projets dans leurs entreprises. Ils vont être capables de travailler avec les concepteurs, les développeurs, les intégrateurs et que la migration technologique, il y a quelqu'un qui la prenne en charge dans nos entreprises. On a parlé aussi d'élargir le crédit d'impôt de 30 à l'investissement pour que des petites entreprises puissent avoir accès à ce crédit d'impôt-là lorsqu'ils achètent des équipements usagés. Une grande entreprise qui n'a plus besoin d'un CNC 5 axes, bien, cet équipement-là pourrait très bien faire l'affaire dans une petite entreprise. Et pour elle, ce serait un investissement stratégique. Au niveau du recrutement international, ce qu'on a demandé, c'est d'augmenter le bassin de main-d'œuvre de façon durable et rapide dans les régions en plein emploi. Donc, on en a parlé aussi. On arrive avec une recommandation de reconnaître les régions en plein emploi, c'est-à-dire les régions qui sont
qui ont moins de 4 de taux de chômage et de leur donner des incitatifs à ces régions-là pour qu'ils puissent augmenter leur bassin de main-d'œuvre. Alors, on parle d'avoir que tous les corps de métier aient accès au minimum de pouvoir embaucher un 20 de travailleurs étrangers, qu'on n'ait plus besoin de faire l'affichage de postes, qu'il y ait un plus grand nombre de professions qui soient admissibles au traitement simplifié, par exemple. Toujours en recrutement international, on parle de favoriser la résidence permanente aux travailleurs étrangers qui souhaitent vivre et travailler en région une fois qu'ils sont ici et qui veulent faire venir leur famille et vivre à temps plein. Donc, on demande au gouvernement d'utiliser leur système ARIMA qu'ils ont mis en place depuis cet été, donc d'organiser des rondes d'invitation qui cibleraient exclusivement les régions en plein emploi pour leur permettre à eux d'augmenter leur bassin de main-d'œuvre plus rapidement. Du côté de l'éducation aussi, ce qu'on demande, c'est de nous aider à augmenter les bassins d'étudiants parce que c'est notre future main-d'œuvre. On a beau parler de formation, de dire on va requalifier les gens, mais le problème, ce n'est pas l'offre de formation. Le problème, c'est la demande pour ces formations-là. On a de la misère à partir des cohortes dans nos régions complètes. Donc, on demande au gouvernement soit de nous aider à financer des petites cohortes, qu'il y ait 5 personnes qui s'inscrivent et que le centre nous dise que ça nous en prend au moins 16 à 17 pour partir le cours, qu'on puisse financer quand même cette petite cohorte-là ou trouver des incitatifs pour augmenter ce bassin de main-d'œuvre, d'étudiants. On parle aussi de valoriser la formation professionnelle et technique. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a de la difficulté à embaucher des gens dans des postes de production ou des postes de techniciens. Alors, il faut vraiment valoriser la formation professionnelle et augmenter les financements au niveau de l'alternance travail-études qui permet aux employés de pouvoir aller se requalifier, mais tout en gardant un salaire pendant qu'ils sont sur les bancs d'école. On demande aussi d'améliorer la fiscalité des travailleurs. Il y a des choses qui sont sorties hier dans le mini-budget. Bon, on mentionnait d'améliorer la fiscalité pour les 60 ans et plus qui puissent demeurer à l'emploi de nos entreprises. Et on demandait même une défiscalisation des heures supplémentaires au-delà du 40 heures semaine pour ceux qui désirent travailler. Avec tout ça, on a des problèmes, pas des problèmes, mais des enjeux sociétals. Donc, avec l'arrivée de nouveaux arrivants, il y a une demande à la hausse sur les logements. Alors, on demandait au gouvernement de trouver des solutions rapides à la création de nouveaux logements. De favoriser le transport collectif aussi en région parce que on n'est pas tous dans des grands centres. Et il y a des besoins spécifiques dans les régions. Alors, on demandait, par exemple, de créer des fonds locaux pour le transport collectif en région, où est-ce que chaque région pourrait décider comment elle investit ces fonds-là pour leur communauté. Et enfin, on demandait au gouvernement d'accélérer la régionalisation de l'immigration. Présentement, de notre côté, ce qu'on s'aperçoit à Chaudière-Appalaches, c'est que ça ne fonctionne plus. Toutes les régions sont en compétition les unes avec les autres. Tout le monde essaie de recruter dans les bassins de main-d'œuvre à Montréal. Puis, il faut réussir. Finalement, on crée de la compétition entre nos régions et ce n'est pas toujours sain. Alors, on demande de revoir ce processus-là. Alors, voilà les recommandations qui ont été faites. Le mémoire qui a été fait à ce sujet-là se retrouve sur le site Internet de Chaudière-Appalaches économique. Donc, chaudièreappalacheséconomique.com. Vous allez pouvoir retrouver le mémoire qui a été réalisé, l'étude aussi qu'on vous a présentée tout à l'heure, réalisée par Deloitte, ainsi que les faits saillants. Alors, Philippe, je te repasse à toi. Merci beaucoup merci Hélène de ta présentation. Je laisserai peut-être le mot de la fin à M. Vachon. Alors, comme l'invitation a été faite au nom de la table régionale des élus municipaux de Chaudière-Appalaches, alors je pense qu'il est de bon ton de demander à M. Vachon de conclure la rencontre. D'abord, merci à tout le monde d'avoir participé à ce webinaire. On est parfaitement conscient que la situation de Chaudière-Appalaches, à cause du vieillissement de population, peut être légèrement différente des autres régions, mais pas tant que ça, puisqu'on vit également la même problématique. Un grand merci à Jacques Demers, le président de la FQM,
et à nos partenaires, le Conseil du patronat et l'UMQ également, de nous soutenir dans cette démarche-là. C'est une main tendue au gouvernement du Québec. C'est vrai que parfois on peut avoir quelques critiques, c'est tout à fait normal aussi, mais c'est d'abord une main tendue, puis de dire que le monde municipal, nous sommes des gouvernements de proximité et nous voulons travailler avec le gouvernement du Québec. Déjà, il y a des propositions qui ont été faites dans le mini-budget, bravo. Il y a des besoins cependant qui ne sont pas comblés et notre désir est de travailler avec nos députés et avec nos ministres pour être capable de rendre nos régions compétitives, puis continuer d'avoir un développement économique enviable. Si on veut rattraper l'Ontario, puis si on veut produire de la richesse chez nous, il faut absolument qu'on travaille ensemble. Alors, c'est une main tendue. Et encore une fois, merci à tout le monde et bonne journée. Merci tout le monde. Merci, Jacques. À la prochaine.